Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Covid-19, mesures d'urgence fiscale et sociale. Donc, je suis Philippe Cabon, le directeur de l'expertise RH et sociale du groupe Baker Tilly Strego. Nous avons préféré enregistrer ce webinaire. En effet, les conditions techniques proposées par Webikeo ne nous permettaient pas d'avoir une session dans les meilleures conditions. Et donc, nous avions un problème de stabilité dû au succès de Webikeo en ce moment, dans ce contexte de confinement. Donc, nous nous sommes adaptés et cette vidéo est enregistrée et vous pourrez poser vos questions sous la vidéo dans l'espace commentaires. Mercredi, nous enregistrerons une nouvelle vidéo pour répondre à ces questions avec le même principe de diffusion. Voilà, donc ce webinaire va durer une demi-heure et il va balayer 4 thèmes. Nous avons préféré limiter les thèmes au regard du volume d'informations en ce moment et nous avons retenu les thèmes qui nous semblent les plus importants pour vous, à savoir donc, attendez, je passe, la mise en place et la gestion de l'activité partielle, avec un focus sur l'indemnisation, qui est un thème très important, que vous allez devoir expliquer à vos salariés, les obligations de sécurité, les mesures que vous allez devoir prendre pour continuer votre activité dans l'entreprise et les mesures de gestion à mettre en œuvre avec un focus sur la trésorerie, la fiscalité et le juridique. Nos 3 intervenants sont donc Liliane Coutentin, directrice opérationnelle du pôle expertise RH et sociale du groupe Baker Tilly Strego, Françoise Levéziel, donc responsable du pôle social du bureau Horatio, avocate de Nantes, et enfin Antoine Guillot, expert comptable, associé également, qui accompagne les entreprises clientes du bureau de Nantes. Voilà, je vous rappelle que ce webinaire a été réalisé avec une actualité juridique arrêtée à aujourd'hui. Les circonstances font que cela évolue chaque jour, donc je vous invite à regarder régulièrement notre site internet et nos communications pour les dernières actualités. Je vais laisser maintenant la parole à Liliane Coutentin qui va commencer ce webinaire. Merci Philippe. Bonjour à tous. Donc Françoise et moi-même allons vous présenter l'activité partielle d'une manière alternative. Donc pour bien comprendre le dispositif dans le cadre du Covid-19, Françoise va vous expliquer le principe et les relations avec l'administration dans le cadre du principe général de l'activité partielle avant le Covid. Je rejoins ensuite la présentation pour vous présenter le contexte et la gestion. Et nous vous présenterons bien sûr la mise en œuvre de l'activité partielle dans le cadre du Covid. Donc, je te laisse la parole, Françoise. Oui, merci Liliane. Bonjour à tous. Alors, le principe des relations avec l'administration dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'activité partielle, mais qu'on appelle couramment aussi le chômage partiel, il était bien défini auparavant et très strict, c'est-à-dire que l'employeur devait recourir à l'activité partielle lorsqu'il devait faire face à des difficultés temporaires de nature économique ou liées à des intempéries. Pour cela, il faisait normalement une demande d'autorisation préalable auprès de l'administration, après avoir préalablement également consulter son comité social et économique et il devait attendre d'avoir obtenu l'accord de l'administration avant de pouvoir mettre en œuvre de manière effective l'activité partielle. Alors ce cadre très particulier, très défini, il demeure, mais il a été adapté dans le cadre de la crise Covid-19 pour pouvoir tenir compte des circonstances très exceptionnelles de cette crise. Je laisse Liliane reprendre la parole pour vous l'expliquer. Alors justement, le contexte aujourd'hui, déjà, il faut se dire que nous sommes dans une crise sanitaire et donc toutes les mesures qui vont vous être présentées dans le cadre du Covid-19 sont des mesures provisoires et ponctuelles. Donc, dans le contexte, il y a 3 grandes phases. D'une, l'environnement. Et dans l'environnement, eh bien, il y a le contexte, bien sûr, exceptionnel, mais également ce contexte, eh bien, je le compare à 2 choses.
à un algorithme VICA, c'est-à-dire une information volatile, incertaine, complexe et ambiguë. Et en 20 ans de carrière, dans la paye et dans le RH, eh bien, je n'ai pas connu autant de mouvances de texte de la sorte en un temps record de 15 jours. Donc, on peut se dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de créer un nouveau droit qui est le droit de la crise sanitaire. Le deuxième élément dans ce contexte, pour bien comprendre la suite, eh bien, je compare les mesures qui sont prévues par le législateur à un animal qui est le caméléon. Pourquoi? Parce que chaque dispositif qu'on va vous présenter dans le cadre de l'activité partielle, eh bien, il faut sans cesse s'adapter, expliquer, informer, consulter. Il faut encourager, féliciter et donner du sens. Et donc, donner du sens, s'adapter, pourquoi? Parce qu'en fait, l'activité partielle va dépendre de l'activité de l'entreprise, du secteur d'activité, de l'organisation du travail dans l'entreprise, des métiers, des emplois et des personnes. Et donc, si je retiens le dispositif Covid dans le cadre du contexte, eh bien, c'est bien plus qu'un savoir-faire, mais surtout un savoir-être. Un savoir-être pour effectuer les démarches qui vont vous être présentées plus tard, également dans le cadre de l'indemnisation. Et donc, en fait, en résumé, il faut penser et agir autrement. L'activité partielle dans le cadre du Covid, eh bien, il y a une partie, bien sûr, gestion qui va vous être présentée après. C'est la gestion déclarative, administrative, consultation RH et organisation et indemnisation. Et il y a cette mise en œuvre de l'activité partielle dans le cadre du Covid qui, selon moi, je le résume sommairement, je demande une permission, j'ai l'autorisation, je bénéficie de l'indemnisation uniquement sur du déclaratif et je contrôle. Je serai peut-être contrôlée en tant qu'employeur a posteriori par l'administration. Françoise, sous ton regard d'avocat, que penses-tu de cette analyse que je peux en faire sommairement et sur le plan juridique? Eh bien, je te rejoins, Liliane, et on va pouvoir l'illustrer, s'il te plaît, Philippe, avec la slide suivante. Effectivement, la démarche, elle a été expliquée par Liliane et ces 4 étapes, je ne reviendrai pas dessus, je vais plutôt rentrer dans la suite du processus. Philippe, je veux bien que tu ailles à la suivante. Voilà. La question que vous allez devoir vous poser en tant qu'employeur, c'est est-ce que je suis ou non éligible au dispositif d'activité partielle? Alors, j'opère un petit focus préalable et j'y reviendrai un petit peu plus longuement tout à l'heure. Il y a quand même des prérequis. C'est que en tant qu'employeur, j'ai une obligation d'examiner éventuellement les solutions alternatives qui pourraient me permettre d'éviter d'avoir à recourir à une demande d'activité partielle et je pense notamment à la mise en place du télétravail ou même au maintien de mon activité si je suis en capacité de faire respecter par les salariés les gestes barrières et les règles de distanciation sociale. Je referme cette parenthèse, j'y reviendrai ultérieurement. Comment savoir si l'entreprise est éligible au dispositif d'activité partielle? Eh bien, il y a un cas dans lequel c'est assez évident, c'est lorsque l'entreprise fait partie d'un secteur d'activité dont le gouvernement a déterminé qu'il devait cesser son activité par un arrêté dont vous pourrez prendre connaissance et qui est extrêmement détaillé et fourni. Si vous appartenez à un de ces secteurs d'activité, alors les salariés de votre entreprise sont éligibles au dispositif d'activité partielle. Lorsque vous n'êtes pas dans un de ces secteurs d'activité, eh bien, vous devez vous poser d'autres questions. La première question, c'est est-ce que vous êtes confronté dans votre entreprise à une réduction, voire une suspension de votre activité liée à cette conjoncture du Covid-19, ou bien est-ce que vous rencontrez des problèmes d'approvisionnement, par exemple, qui font que vous n'êtes plus en capacité de continuer à produire? Eh bien, si vous êtes dans un de ces 2 cas, vous allez pouvoir faire bénéficier des mesures d'activité partielle pour vos salariés. Si vous n'êtes pas dans un de ces 2 cas, à savoir la réduction, voire la suspension d'activité ou des problèmes d'approvisionnement substantiels, vous pouvez encore prétendre au bénéfice de l'activité partielle si vous démontrez
que vous n'êtes pas en capacité de faire respecter les mesures de prévention nécessaires à la protection de la santé de vos salariés. Je pense notamment, je l'évoquais tout à l'heure, au télétravail, au respect des gestes barrières, etc. Il est important de préciser que vous devrez, dans chacune de ces hypothèses, démontrer que vous êtes dans cette situation, c'est-à-dire à la fois l'expliquer lors de votre demande, mais aussi pouvoir, le cas échéant, en justifier par la production de documents. Et évidemment, cela conditionnera l'autorisation qui vous sera donnée ou non, ou bien le fait que même si vous avez eu l'autorisation, vous ne serez peut-être pas indemnisé si finalement, après contrôle de ces justificatifs, eh bien, on considère que vous n'êtes pas éligible au dispositif. Liliane, je te laisse peut-être reprendre la parole pour la suite. Tout à fait. Donc, la démarche de l'activité partielle est composée de 5 étapes. Donc, on vous a présenté tout à l'heure les motifs et l'éligibilité. Mais il y a aussi une troisième étape importante, c'est le cadre administratif. Dans ce cadre administratif, eh bien, je vais vous le présenter en 5 grandes étapes. Il y a 5 éléments importants. D'une part, la connexion sur un espace en ligne, puisqu'en fait, la démarche administrative se fait exclusivement en ligne. Et donc, il vous faut, en tant qu'employeur, en tant que chef d'entreprise, un identifiant et un code d'accès. Sans cet identifiant, sans ce code d'accès, il est impossible d'établir la deuxième étape qui est la déclaration en ligne. Donc, actuellement, le site ASP rencontre des dysfonctionnements, mais il faut persévérer pour disposer de cette information. Deuxième étape, c'est la déclaration en ligne. Le site risque d'être également encombré, mais par contre, il faut retenir une chose, c'est que vous avez un délai de 30 jours. Et 30 jours, c'est rapide. Donc, dans le cadre de ces étapes, eh bien, il est nécessaire d'être organisé et de préparer cette déclaration avec les éléments nécessaires pour pouvoir faciliter la décision de l'administration et l'indemnisation. Et donc, en préparant ces éléments, ça vous évitera également des risques de déconnexion et de retomber sur un site encombré. La liste des informations, c'est quoi? C'est donc le relevé d'identité bancaire, c'est l'effectif de l'entreprise, ce sont les salariés concernés par l'activité partielle, ce sont les heures qui vont rentrer dans l'indemnisation, c'est aussi la période d'indemnisation, mais c'est également les motifs. Et Françoise, je vais te redonner la parole parce que j'aimerais que tu puisses donner un peu plus d'informations sur ces motifs et la pertinence de ces motifs comme une étape clé de la déclaration. Oui, bien effectivement, c'est très important de revenir sur cet aspect-là puisque ça va être déterminant. Et quand bien même, on disait tout à l'heure, les modalités de recours à l'activité partielle ont été assouplies. Liliane évoquait la possibilité de former sa demande dans un délai de 30 jours. J'ajoute à cela le fait que le délai d'instruction qui normalement de 15 jours a été réduit à 48 heures avec une autorisation qui est tacitement donnée si vous n'avez pas de réponse dans ce délai de 48 heures, une fois que vous avez déposé votre demande complète, eh bien, malgré ces deux assouplissements-là, il n'en demeure pas moins que votre demande d'activité partielle doit être justifiée. Donc, pour ce faire, vous devez d'abord, d'un point de vue pratico-pratique, cocher le fait que votre demande s'inscrit dans le cadre de circonstances exceptionnelles. Et ensuite, vous aurez plusieurs items qui vous seront proposés. Il faudra bien indiquer que ces circonstances exceptionnelles, eh bien, c'est le coronavirus. Donc ça, c'est le premier élément, c'est d'un point de vue pratique. Après, c'est à vous de donner les motifs qui font que vous formulez cette demande. Et sur ce point, je vous invite vraiment à être particulièrement attentif dans ce que vous allez écrire, puisque c'est important. Donc, il faut à la fois que vous donniez les éléments prouvant que vous avez un impact sur l'activité de l'entreprise, donc soit parce que
les commandes ont cessé ou à tout le moins sont très substantiellement inférieures à ce qu'elles sont habituellement. N'hésitez pas à donner des éléments de comparaison avec une période semblable hors période de crise. Vous pouvez aussi faire état de la chute du chiffre d'affaires, du fait que vous avez des clients éventuellement qui refusent que vous interveniez chez eux, du fait que vous soyez obligé de fermer certains points d'ouverture au public, etc., etc. Et surtout, en face de chaque motif que vous allez invoquer, prévoyez bien des justificatifs. Si vous êtes sur des difficultés d'approvisionnement, et bien là aussi, expliquez quelles difficultés vous rencontrez, ce que cela induit concrètement pour vous dans les effets sur l'activité de l'entreprise et mettez également de côté vos justificatifs. Et puis au-delà de ces motifs que vous allez indiquer, il faut vous indiquer en quoi ces difficultés que vous rencontrez ont un impact sur le personnel de l'entreprise, sur l'activité économique globalement. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas, même si cela vous apparaît nécessaire, à faire état d'un organigramme de l'entreprise ou d'une liste des salariés en expliquant pourquoi ces difficultés vous empêchent de les faire travailler, puisque, je le rappelle quand même, le principe, hormis les cas visés par arrêté, le principe, c'est la poursuite de l'activité économique. Sur la motivation, vous allez la formuler lorsque vous allez concrétiser votre demande sur le portail, et les justificatifs, vous ne pourrez pas les joindre dans un premier temps. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas les réunir, puisque vous devez être en capacité de les fournir à la directe à tout moment, et notamment en cas de contrôle qui pourrait intervenir a posteriori, évidemment, pour bien que la directe puisse déterminer si les demandes d'indemnisation que vous allez faire, elles seront bien justifiées par la situation que vous rencontrez. Merci Françoise pour ces précisions. Donc, 5 étapes. La connexion, la préparation de la déclaration proprement dit motivée, donc motif préparé en amont, les justificatifs, l'information et la consultation des salariés ou des représentants du personnel si vous avez un CSE. Donc évidemment, dans le cadre du Covid, cette consultation a pu ne pas avoir lieu. Vous avez l'obligation de l'établir. Vous avez 2 mois pour joindre le justificatif à la demande. Et lors de la demande, si cette consultation n'a pas été encore réalisée, vous indiquez une date prévisionnelle de consultation. Mais c'est un élément important. Et également, le 5e point qui est important, c'est le code. Lorsque vous aurez réuni toutes les pièces et que vous arriverez au terme du remplissage de la déclaration, vous allez avoir un récépissé. Il va falloir le conserver et également un code d'accès qu'il faudra se noter, puisque c'est ce code d'accès qui vous permettra ensuite de faire une deuxième démarche mensuelle qui est le suivi de l'indemnisation, la déclaration d'indemnisation et le suivi d'indemnisation. Au sujet du comité social et économique, Liliane, j'apporte juste une précision. Cette consultation du comité social et économique, elle est obligatoire quel que soit l'effectif de l'entreprise. Alors, sous la réserve évidemment d'un minimum de 11 salariés équivalents temps plein, puisqu'en deçà, on n'a pas à être doté d'un comité social et économique. Mais je veux dire en cela, les entreprises de 11 à 50 salariés doivent également informer, consulter le comité social et économique sur ce recours à l'activité partielle. Je referme la parenthèse. Donc, pour conclure sur ce cadrage administratif, vous avez bien compris qu'avant, nous étions plutôt dans une logique de gestion d'attente d'autorisation avant d'agir, alors que là, aujourd'hui, dans le cas du Covid, nous sommes dans une logique de gestion d'expérience, c'est-à-dire je fais, j'explore et j'avise après. En plus, nous vivons une transformation du process, puisque aujourd'hui, c'est du process exclusivement en digital, en ligne, avec une influence d'information.
Donc, c'est une étape importante, un enjeu important puisque, le but de ce déclaratif, c'est de pouvoir indemniser, les salariés et d'être indemnisés par l'État. Donc, nous allons passer à l'étape suivante, qui est un élément important, dans le cadre de la mise en œuvre, je dirais, de l'activité partielle. Et autant, le déclaratif peut être dans un process plutôt standard, autant, ensuite l'organisation du travail peut faire varier, la mise en œuvre de l'activité partielle et éventuellement les enjeux. Donc je vais laisser, Françoise expliquer, sommairement les différentes solutions alternatives, qui s'offrent, à vous en tant qu'employeur concernant l'activité partielle du Covid-19. Oui, Liliane, alors je passerai assez rapidement effectivement sur ces solutions-là, notamment le télétravail que j'ai déjà évoqué en préambule. Se pose en revanche la question des congés et jours de repos que les salariés peuvent être amenés à prendre avant que l'employeur ne mette en œuvre le dispositif d'activité partielle, puisque ça fait partie des mesures alternatives qui sont à privilégier. Sur les congés payés, quelques mots. L'employeur doit normalement respecter un délai de prévenance qui est d'1 mois, voire 2 mois en cas de fermeture de l'établissement. Donc ce délai au cas présent ne peut pas être respecté. Il peut en revanche éventuellement modifier les dates de congés sans avoir à respecter un tel délai. Donc ça suppose que des congés soient déjà posés et il faut faire face à des circonstances exceptionnelles. Donc, on peut considérer que dans le contexte actuel, on serait face à ces circonstances exceptionnelles. Simplement, vous précisez que les ordonnances prises par le gouvernement la semaine dernière ont ouvert une possibilité nouvelle pour les employeurs d'imposer 6 jours de congés payés à leurs salariés, mais cette possibilité est conditionnée à la négociation préalable d'un accord d'entreprise ou d'un accord de branche. Donc aujourd'hui, la plupart des entreprises ne sont pas dotées d'un tel accord, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas imposer les congés payés. Rien n'empêche en revanche d'évoquer cette solution avec les salariés et de convenir le gré avec eux de la prise de congé. Ensuite, en ce qui concerne les jours de repos RTT, jours de repos des salariés au forfait jour, jours de repos liés à l'aménagement du temps de travail et les jours affectés au compte épargne-temps, c'est un peu différent puisque les ordonnances prises la semaine dernière permettent à l'employeur désormais d'imposer la prise de ces jours pour les salariés sous respect d'un délai de prévenance qui est d'1 jour franc et dans la limite de 10 jours par an et par salarié. Là aussi, c'est une mesure de souplesse qui a été introduite en lien avec la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Et puis, le dernier élément que j'évoquerai, juste pour rappel, c'est que si vous êtes soumis à un dispositif d'annualisation ou de modulation du temps de travail, eh bien, peut-être que vous avez la possibilité de modifier les plannings convenus pour les adapter à la situation actuelle. Mais sur ce point, eh bien, je vous invite à consulter les accords d'entreprise ou de branche dont vous dépendez, puisque ce sont eux qui vont définir les modalités dans lesquelles éventuellement ces modifications pourront intervenir. Troisième partie de l'activité partielle, c'est l'indemnisation. Donc, vous avez bien compris, le process d'activité partielle exige de la rigueur dans le process. Il faut être convaincant pour faciliter l'acceptation du dossier face à l'administration. On attire votre attention sur l'organisation du travail, dont la modulation qui peut avoir un impact dans la gestion de l'activité partielle et également sur l'indemnisation. Alors, dans l'indemnisation, il y a 4 points qu'il faut retenir. C'est le volume d'heures indemnisées, donc les salariés concernés et l'organisation du travail, les modalités d'indemnisation du salarié par l'employeur, les modalités d'indemnisation de l'activité partielle à l'employeur par l'État et le 4e point, c'est l'articulation avec d'autres éléments événementiels comme les salariés absents, des nouveautés dans le cadre du Covid en ce qui concerne les absences. Donc, nous allons attirer votre attention sur les modalités d'indemnisation du salarié et de l'État.
également un focus sur le bulletin de paye, puisque le bulletin de paye est un élément pour bien sûr le salarié, mais dans ce bulletin de salaire, il y a des présentations qu'il faut respecter pour informer le salarié sur le dispositif de l'activité partielle, mais également pour pouvoir fournir comme pièce justificative à l'administration et le suivi de l'indemnisation. Le bulletin de paye est composé dorénavant de 5 zones et ici présent, bien sûr, on vous expose sommairement la zone 1 qui est le salaire brut et essentiellement les éléments qui doivent figurer sur le bulletin. Qu'est-ce qui doit figurer sur le bulletin dans l'activité partielle? L'absence liée aux heures d'activité partielle et également les modalités d'indemnisation par l'employeur, puisque ce sont 2 éléments qui vont permettre à l'administration de vous indemniser en tant qu'employeur. Ensuite, le deuxième point important pour informer le salarié sur cette qualification d'indemnisation d'activité partielle, c'est le régime social. Et là, nous sommes dans le cadre d'un revenu de remplacement, donc les indemnités servies par l'employeur sont soumises à CSG, mais dans certains cas, il peut y avoir un complément d'indemnité servi par l'employeur qui peut être soumis à cotisation ou pas. Et là, il y a encore quelques insécurités juridiques. Et dans le cadre de cette activité partielle, il y a un troisième élément clé qui est important, qui doit figurer sur le bulletin de paye, c'est le complément de revenu minimum, puisque vous allez voir dans le slide qui suit que l'indemnisation, c'est un calcul et que dans le cadre de ce calcul, eh bien, le salarié ne peut pas percevoir moins du SMIC. Donc, dans certains cas, eh bien, le calcul théorique de l'activité partielle fait que le salarié percevrait un minimum en dessous du SMIC et l'administration nous demande de faire un complément. Donc, 3 éléments clés sur ce bulletin. Donc, nous allons passer au slide suivant pour mieux comprendre. L'indemnisation pour le salarié et par l'employeur et puis, bien sûr, l'indemnisation servie à l'employeur par l'État. L'employeur verse aux salariés, en fait, pendant cette période, 70% du salaire moyen brut, soit un équivalent de 84% du net. Il y a un minimum de 8,03 par heure indemnisée, sauf pour les contrats en alternance qui ont un dispositif séparé. Dans certaines activités, nous avons des heures d'équivalence. Ces heures d'équivalence sont prises en compte dans le calcul de l'indemnisation et également sur le plan conventionnel ou sur décision unilatérale de l'employeur, nous pouvons avoir des indemnités complémentaires, puisqu'il faut savoir, comme en préambule, c'est que l'activité partielle est indemnisée qu'à hauteur de la durée légale du travail, c'est-à-dire 35 heures. L'État verse à l'employeur eh bien, l'équivalent des 70% du salaire moyen brut, y compris pour les salariés qui seraient en formation professionnelle durant cette période. L'État verse un minimum de 8,03 équivalent au SMIC, quelle que soit la taille et l'effectif de l'entreprise. Par contre, les indemnités servies par l'État sont plafonnées à 70% de 4 fois 5 le SMIC, c'est-à-dire qu'un salarié qui perçoit 5 fois le SMIC, eh bien, l'État remboursera à l'employeur 70% de 4,5. Il restera à charge pour l'employeur le différentiel. Si l'employeur verse une indemnité complémentaire, par exemple un maintien de salaire, eh bien, l'État ne prendra pas en charge le complément. Nous allons passer aux diapositives suivantes. Philippe, voilà. Nous avons attiré votre attention tout à l'heure sur la modulation du temps de travail. Le bulletin de salaire, aujourd'hui, très souvent, quand un salarié est mensualisé sur une base de 35 heures, eh bien, le bulletin fait apparaître une mensualisation sur la base de 151,67 heures.
Par contre, je peux avoir donc une durée moyenne mensuelle de 35 heures par semaine, mais avec des périodes hautes et des périodes basses si je suis dans un contrat d'annualisation. Et là, dans ce cadre-là, eh bien, nous attirons votre attention sur deux éléments clés. Si vous êtes dans une période basse, par exemple 30 heures, comme dans l'exemple, eh bien, l'administration ne vous remboursera pas au-delà de 30 heures. Mais vous aurez à payer le salarié sur une base moyenne de 35 heures. Si vous êtes dans une période haute avec des semaines à 42 heures, comme l'exemple du diaporama, eh bien, vous serez indemnisé qu'à hauteur de 35 heures. Par contre, les 7 heures, eh bien, quelque part, vous ne serez pas indemnisé et pourtant, la durée moyenne du salarié, elle est bien sur 35 heures lorsqu'on fait le calcul à l'année. Donc là, nous attirons votre attention, si vous êtes dans le cadre d'annualisation ou de modulation du temps de travail, à revoir éventuellement vos plannings pour que l'indemnisation servie par l'État corresponde le mieux possible, je dirais, à la durée applicable dans l'entreprise. Donc, concernant les différentes étapes, bien entendu, nous ne pouvons pas faire une approche exhaustive et aborder en détail la technique paye et la gestion de l'organisation du travail. Vous avez bien compris qu'il y avait une démarche administrative plutôt standard, mais par contre, en ce qui concerne les solutions, la gestion, les impacts et les enjeux, eh bien, c'est variable en fonction des entreprises, des conventions collectives et de l'organisation du travail. Donc, François, je te laisse la parole pour une dernière étape de cette démarche d'activité partielle qui est importante dans le cadre du dispositif du Covid-19, qui est l'obligation liée à la sécurité. Oui, merci Liliane. Effectivement, ça c'est une obligation qui transcende toutes les solutions qu'on a pu trouver pour faire face à la crise, puisque, vous le savez, hein, il pèse sur l'employeur une obligation de sécurité. Cette obligation, elle est édictée en ces termes. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Et bien dans ce cadre-là, et en particulier pour faire face à la crise du Covid-19, l'employeur va devoir mettre à jour un élément qui est essentiel au sein de son entreprise, qui est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Je rappelle que ce document est obligatoire dès lors qu'on a au moins un salarié. Et dans ce document unique, eh bien, l'employeur va devoir identifier les différentes typologies de postes, identifier éventuellement les personnes à risque, et il va définir un nouveau risque qui est le risque pandémique et mettre en face les différentes mesures de prévention qu'il a pu instaurer au sein de l'entreprise. Alors, cette démarche, elle est à effectuer en lien avec le comité social et économique quand vous en avez un. C'est important puisque c'est une mesure qui relève de la sécurité et la santé des travailleurs. Donc, c'est de son ressort. Donc, j'entends par les mesures de prévention les gestes barrières, les règles de distanciation sociale, mais aussi, le cas échéant, les différentes organisations que vous avez pu mettre en place de manière concrète pour limiter le risque pandémique. Il va y avoir le télétravail, évidemment, mais aussi, le cas échéant, des plans d'accès aux locaux que vous pouvez envisager de modifier pour tenir compte des règles de distanciation notamment, et les intégrer dans votre document unique. Et puis, j'attire votre attention sur le fait qu'en cas de coactivité, il faut établir un plan de prévention de sécurité spécifique. Donc, pensez-y si vous êtes dans cette configuration. Ensuite, eh bien, une fois que vous avez intégré les différents risques liés à ce risque pandémique, mais aussi aux risques indirects qui peuvent être liés à ce risque-là, et je pense notamment au fait que vous allez devoir intégrer les risques liés au télétravail dans votre document unique. Et bien, une fois que vous avez fait cela, vous devez informer les salariés, c'est très important, et vous
et conserver une preuve que vous les avez bien informés, mais aussi vous assurer que les mesures, eh bien, elles sont bien respectées par les salariés. Et c'est là qu'éventuellement on peut avoir une petite difficulté, notamment si par exemple vous n'êtes pas en capacité de vous assurer que les salariés vont pouvoir régulièrement se laver les mains, puisque aujourd'hui on doit faire face à un déficit de gel hydroalcoolique à disposition à la vente. Donc ça peut éventuellement générer des problèmes pratiques et dans ce cas, on retrouve éventuellement la possibilité de motiver une demande d'activité partielle. Sur l'obligation de sécurité, il me semblait important aussi de vous rappeler que si en tant qu'employeur vous avez cette obligation-là, eh bien les salariés aussi sont garants de leur sécurité. On a tendance à l'oublier parfois, mais le Code du travail le prévoit. Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues dans les laboréens, et j'ajoute à cela dans les conditions prévues par le document unique, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celle des autres personnes concernées par ces actes ou ces omissions au travail. Et effectivement, l'obligation de sécurité du salarié, elle prend un sens collectif dans la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Et c'était important, évidemment, de vous le rappeler. J'en ai fini sur ce point et je vais passer la parole à Antoine qui va pouvoir vous exposer les autres mesures de gestion. Merci. Donc, sur les autres mesures, donc d'abord sur les aides fiscales, les premières mesures d'aide qui ont été prises par le gouvernement concernaient le report des échéances fiscales et sociales. Donc, je passe rapidement puisque c'est déjà un petit peu loin pour beaucoup d'entre nous. Ça concernait les acomptes d'impôts sur les sociétés, les cotisations sociales au 15 mars. Ça concernait la taxe sur les salaires et la CFE-CVAE pour ceux qui étaient en schéma de mensualisation. N'était pas concerné par ces reports la TVA et le prélèvement à la source que les employeurs retenaient à leurs salariés. Ça, on avait une obligation de paiement sans autorisation de report. Les reports étaient faits pour une durée de 3 mois et devaient être accompagnés du formulaire simplifié à transmettre au service des impôts. Une autre mesure plus récente sur les facilités de trésorerie, c'est le remboursement des créances détenues sur l'État. L'État s'est engagé à accélérer les procédures de remboursement pour les créances qu'il aurait sur les entreprises. Donc, on entend là-dedans les créances de TVA. Pour ceux qui ont des crédits de TVA qui seraient remboursables, les demandes seront traitées plus rapidement. L'impôt sur les sociétés, donc soit des excédents de versement sur les acomptes, soit des créances liées au crédit d'impôt. On pense au CICE pour ce qu'il en reste, et les crédits d'impôt recherche, crédits d'impôt innovation. Dans ces cas-là, on va pouvoir déposer les formulaires de calcul de crédit d'impôt et de demande de remboursement avant même d'avoir eu à transmettre les liasses fiscales des exercices considérés. Donc l'État assouplit les formalités pour pouvoir accélérer le remboursement de ces sommes qui peuvent être significatives pour les entreprises. Et enfin, l'État est aussi client pour ceux qui factureraient auprès de l'État. L'État et les collectivités publiques se sont engagés à accélérer les procédures de mise en paiement des factures qu'ils devraient. L'autre aide fiscale importante, c'est l'aide forfaitaire de 1 500 €, donc là qui est d'actualité puisque on peut déposer désormais les demandes de paiement de cette aide. Donc ce fonds de solidarité concerne les TPE, indépendants, micro-entrepreneurs, professions libérales, qui réalisent un chiffre d'affaires de moins d'1 million d'euros, qui réalisent un bénéfice annuel de moins de 60 000 € et qui ont moins de 10 salariés. Donc, sur ces entreprises, pourront bénéficier de cette aide forfaitaire soit les entreprises qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative, comme on en parlait tout à l'heure, suite à l'arrêté de fermeture du 15 mars, soit les entreprises qui pourront justifier d'avoir subi une perte de chiffre d'affaires de 70% entre le mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019. Donc avec quelques aménagements pour les sociétés qui auraient été créées après mars 2019, où il y avait des événements significatifs sur le mois de mars 2019. À préciser que sur cette aide, il y aura un deuxième volet de l'aide de 2 000 € qui pourra être débloqué avec des conditions un peu plus strictes. Je suis encore sur la diapo précédente, merci. Donc soit les entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité de régler leurs créances exigibles à 30 jours, soit qui se sont fait refuser un prêt de trésorerie par leur banque, celles-ci pourront avoir accès au deuxième volet de l'aide de 2 000 €. Pour préciser également l'actualité là-dessus, ce fonds va être renouvelé
pour le mois d'avril. La première tranche a été débloquée pour le mois de mars. Et avec des conditions un peu plus favorables, puisqu'il faudrait justifier d'une perte de chiffre d'affaires de 50% au lieu des 70% demandés pour mars. Et enfin, sur les précisions sur la façon de demander cette aide, donc l'État a publié un tutoriel pour la demande. Donc cette aide sera demandée via l'espace impôt.gouv sur l'espace particulier et non pas professionnel, même si ça peut paraître un peu surprenant. Et on nous précise bien qu'il y aura une seule demande d'aide qui pourrait être formulée par entreprise, puisqu'elle sera liée au numéro sirène de l'entreprise. Donc voilà pour les aides fiscales. Au niveau des aides de trésorerie, donc la première mesure qui avait été prise concernait le report des échéances bancaires. Donc les banques avaient reçu des directives de la part de la Fédération bancaire française pour pouvoir mettre en place des reports des échéances bancaires jusqu'à 6 mois. Sur les crédits classiques et aussi sur les opérations de crédit bail, donc ils pouvaient aussi entrer dans le cadre de ce dispositif. Et après, selon les enseignes bancaires, les régions, il pouvait y avoir différentes adaptations du traitement, notamment sur la prise en compte ou non de prêts immobiliers professionnels, de prêts de rachat de titres. Certaines enseignes en tenaient compte. Donc à voir par enseigne bancaire comment ils intégraient ça. Mais il faut, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, utiliser ces moyens de report d'échéance. Ensuite, un élément important, c'est le prêt garanti par l'État, le PGE, donc pour lequel les demandes commencent à être lancées désormais, qui va être un élément important puisque les reports d'échéance risquent de ne pas suffire pour beaucoup d'entreprises sur les besoins de trésorerie. Donc j'entends par là notamment les besoins pendant cette période de confinement qu'on vit et également quand cette période sera terminée et qu'il y aura une reprise à lancer. On ne sait pas non plus quelle sera l'étendue de cette reprise et ça risque d'être une période de forte consommation de trésorerie pour les entreprises qui devront reconstituer un BFR à ce moment-là, en production, en stock, en délai d'encaissement client. Donc soyez plutôt très prudents sur ça et on vous incite à demander des solutions de financement, notamment par ce PGE, de façon suffisamment prudente pour se sécuriser. Donc ce prêt concerne les entreprises, personnes physiques ou morales et les associations. Les montants pourront aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires de l'exercice 2019, avec quelques assouplissements pour les entreprises créées dans l'année ou les entreprises innovantes pour lesquelles on pourra se référer à 2 années de masse salariale. On aura un différé de remboursement de 12 mois. Et ensuite, c'est l'entreprise qui choisira sur quelle durée elle souhaite amortir ce prêt, en allant de 1 à 5 ans, après cette période de différé de 12 mois. Et on aura un coût assez faible sur ce prêt. Il y aura quand même des intérêts, mais on sera sur un coût de financement bancaire sans marge et un coût de garantie d'État de 0,25%, soit 500 € pour un prêt de 200 000 €. D'accord ? À préciser quand même que la garantie d'État sera conditionnée par le fait que l'entreprise ait joué le jeu, entre guillemets, et ait respecté le paiement de ses échéances privées. C'est-à-dire que l'État a mis en place des facilités pour pouvoir avoir des reports d'échéances fiscales, sociales. Il demande aux entreprises de jouer le jeu et d'être rigoureux sur le respect des autres échéances fournisseurs privés. Ce sera une condition d'obtention de la garantie sur ce PGE. Pour la mise en place de cette demande de prêt, donc vous devrez fournir des prévisions de trésorerie pour justifier la demande de financement. Donc je ne peux que vous conseiller de vous rapprocher de votre interlocuteur Baker Tilly Strégo pour établir ces projections et bien valider de façon suffisamment sécurisée, comme on l'a dit tout à l'heure, le montant à demander. D'autant plus qu'en tant qu'expert comptable, on aura un accès aussi pour pouvoir transmettre les demandes de financement directement aux banques et à la BPI pour en accélérer le traitement. Donc ce PGE qui va être une mesure un peu incontournable. À côté de ça, d'autres solutions de financement, le prêt à tout lancé par BPI comme le prêt rebond, donc qui sont des prêts qui vont être aussi conditionnés par l'obtention de financements bancaires qui viendront en complément, et puis des schémas de garantie, des garanties bancaires, des garanties BPI sur prêt bancaire ou des garanties sur des lignes de découvert, mais qui semblent un peu plus accessoires. Et l'élément principal restera sans doute de solliciter le prêt garanti par l'État qui a été présenté. Donc voilà pour les aides financières qui vont être très importantes pour cette phase de confinement et pour la phase de reprise. Quelques autres mesures pour terminer de façon un peu plus large sur les délais d'approbation de compte, un assouplissement qui a été donné de pouvoir reporter les dates d'assemblée générale de 3 mois.
au lieu des 6 mois qui étaient la norme jusque-là. Donc ce report de délai concerne des exercices à partir des exercices clos au 30 septembre 2019. Donc pour ceux qui n'auraient pas déjà fait l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes ou pour lesquels l'Assemblée n'aurait pas déjà été convoquée, on pourra donc reporter ce délai de clôture de 3 mois. Le versement de la participation et de l'intéressement qui faisait l'objet d'un délai de 5 mois après la date de clôture, qui là aussi a été reporté jusqu'au 31 décembre 2020 pour faciliter le traitement de ces opérations par les entreprises. Un point sur l'impôt sur le revenu, notamment sur le prélèvement à la source des indépendants qui sont sous le régime de l'acompte. Là, pas de mesure spécifique, mais il existait déjà un mécanisme de report des acomptes en allant sur votre espace impôt.gouv personnel, où on peut reporter jusqu'à 3 mois d'échéance d'acompte d'impôt sur le revenu. Donc ça, ce dispositif est toujours actif et utile en cette période. Et enfin, les conseils régionaux ont pris aussi, chacun de leur côté, des dispositions d'aide aux entreprises. Donc pensez à vous rapprocher aussi d'eux pour pouvoir obtenir des aides, soit des aides financières directes, soit des aides en garantie ou en lien avec les supports des aides BPI. Mais chaque conseil régional a mis en place différents éléments sur ces points-là également. Donc n'hésitez pas à les solliciter directement. Merci Antoine, merci Françoise et Liliane. Voilà, ce webinaire est terminé. Vous avez remarqué sur le support, il y a des liens qui dirigent notamment vers un mode opératoire pour gérer l'activité partielle. Ça permet de compléter notre propos. On se retrouve mercredi en fin de journée pour répondre à vos questions suite à ce webinaire. Et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.